Hello there, comme dirait un bon ami. Alors avant de commencer, on va vérifier que vous m'entendez correctement, parce que la dernière fois il y a eu 2 minutes de blanc. Donc je veux juste m'assurer que vous m'entendez. Ah, ça fait plaisir. Alors je sais pas du tout combien on est, parce que je suis pas sur le bon écran. Ah si, ça a l'air de dire 15. Ok. Excellent, excellent. Alors, je suis très emmerdé. Parce que je sais pas comment. J'ai tellement de trucs à vous dire là. Je sais pas pour combien d'années on va en avoir avec cette série. J'ai vraiment beaucoup de trucs à vous dire, divers et variés. Il faut qu'on fasse au minimum afficher quelque chose à ce noyau avant la fin de ce live. Je promets qu'on le fait. J'ai pas dit qu'on allait booter jusqu'au bout, et qu'on allait lui faire afficher des trucs. Il s'est passé pas mal de choses cette semaine. J'ai pas chômé. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, je pense que vous avez une idée. Alors la dernière fois par contre le son était un petit peu fort, j'ai trouvé que ça saturait pas mal, donc je vais baisser un petit peu. Vous me direz si c'est toujours ok. Donc ouais, j'ai fait 2-3 trucs. Vous vous souvenez, on a eu des ennuis la dernière fois, notre kernel démarrait pas avec QEMU en mode moinographique. Enfin bon, il y a plein de petites choses qu'on va voir. La première chose qu'on va voir, c'est, on va rentrer direct dans le vif du sujet, hein, je vais pas raconter ma life là. Par contre, je vais faire un petit résumé des épisodes précédents, enfin de l'épisode précédent. Donc la dernière fois, ce qu'on a fait, qui a pris un peu plus d'une heure, c'est que on a créé un disque de toutes pièces, un block device donc virtuel, donc vraiment un fichier. On l'a formaté, on a collé dessus une MBR, donc un Master Boot Record, et dans la première partition, la seule, on a collé un kernel avec une VBR, donc deuxième partition de boot, qui sait comment appeler le noyau. J'invite ceux qui n'ont pas vu cet épisode à le regarder. Alors, c'est pas complètement nécessaire pour cet épisode, mais c'est plus cool parce que comme ça, vous avez une bonne idée de ce qu'on fait et de ce sur quoi on travaille. La dernière fois, si vous vous souvenez, alors je vais me mettre direct en terme parce que on va essentiellement faire que ça. Voilà. Si vous vous souvenez, la dernière fois, j'ai dit une bêtise en fait. Alors vous vous souvenez peut-être pas que j'ai dit une bêtise, mais j'ai su après que c'était une bêtise. Est-ce que j'ai fait ça? Non. Tiens. Non, il est là en fait. VM Linux, non. Alors, kernel, oui c'est ça. VM Linux, voilà. Hop, j'avais fait ça. Et puis j'avais dit, je raconte DOS, MBR, boot sector, n'importe quoi, c'est un kernel, c'est pas un boot sector. Mais en fait, si. En fait, tout à fait. On m'a fait la remarque sur le canal IRC GCU, qui entre parenthèses a bougé sur libera.chat, hein, comme tout le monde. On m'a fait la remarque qu'en réalité, il était assez probable que le noyau soit également un élément bootable. Et en fait, c'est vrai. Et je le savais, mais j'avais complètement oublié cette information. Et en fait, je vais vous le prouver de deux façons. Déjà, vous vous souvenez de la commande XXD qui permet de dumper les valeurs hexadécimales d'un fichier binaire, ou pas d'ailleurs. Et on va faire un XXD de 512 octets. Donc si vous vous souvenez, 512 octets, c'est la taille officielle d'une MBR. Et si vous vous souvenez, à la fin d'une MBR, on a une petite signature. Vous allez voir qu'en réalité,
le noyau aussi a cette signature 55AA. Donc c'est effectivement un secteur d'amorce. Et là, vous allez me dire, pourquoi faire parce que on ne va pas DD un kernel sur un disque tel quel. Alors, déjà, on pourrait. Mais surtout, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a très longtemps, pour ceux qui n'étaient pas là, je vous le dis, en fait, on bootait les installs de Linux sur des disquettes. En fait, on peut faire ça avec QEMU. On peut booter, on peut simuler une disquette. Donc, par exemple, je vais prendre notre kernel de la dernière fois. Par contre, je vais le faire sur le QEMU qui fonctionne en cursize. Ici, vous voyez mes expériences de la dernière fois. Donc, je vais le refaire, je suis bien. Ouais, c'est bon. Alors, FDA. Je vous expliquerai un peu les flags et tout là, ce que j'ai fait, cette semaine. Donc notre image disque s'appelait Pimpin. Ok, mais je vais pas booter une image disque justement. Je vais booter un noyau directement. Et en fait, mon FDA comme flag QEMU, et ben ça indique de charger une disquette. Et en fait, si je fais QEMU machin, alors je vais pas mettre en no graphique pour le coup, sinon on verra rien. Justement, on va se mettre en moins cursize. Et en fait, on va faire comme si on avait une disquette et qu'on avait un disque, un kernel qui avait été claqué dessus. Et boum, on a bien un kernel qui boot. Bon, alors on n'a rien précisé, il n'y a pas de file system, il n'y a rien. Mais effectivement, on a bien un kernel qui boot, alors que on n'a pas spécialement de device à proprement parler. Alors il y a un autre mode dans lequel ça fonctionne, ça, toujours avec QEMU, c'est avec le flag -kernel. Avec le flag -kernel, on peut directement charger un noyau sans passer par un BIOS. Alors je pense que ça marche aussi. Ça marche aussi. Voilà. Alors ça c'est très pratique, en particulier pour faire des systèmes de conteneurs basés sur des machines virtuelles. On verra ça dans pas mal de numéros, je pense, parce que ça va être rigolo à faire. Donc voilà, donc la première réponse, en tout cas la première remarque par rapport au live de la semaine dernière, c'est que, eh bien, en fait, il est tout à fait naturel, normal, qu'il y ait, en tout cas, qu'un kernel Linux soit vu comme une MBR par la commande file, qui sait voir ce qu'on appelle les magic des fichiers, c'est-à-dire des valeurs qui sont inscrites généralement en en-tête, des fichiers qui permettent de dire si c'est une image, si c'est un JPEG, si c'est du texte, si c'est de la data, etc. Alors je vais regarder un petit peu ce qui se raconte. On a 20 personnes. Alors je sais, oui, alors je vais vous dire un petit peu pourquoi je fais ça à 11h là. Ok. Ok. Ouais, alors petite séance d'exclus. Je suis désolé de faire ça à 11h du mat. Mais en fait, j'ai des potes qui viennent cet après-midi qui sont exceptionnellement ici en Espagne. Et du coup, cet après-midi, je vais pas être dispo. Donc voilà, c'était mon seul slot dispo, c'était ce matin à 11h. Je voulais faire ce numéro la semaine passée, donc durant la semaine, et j'ai juste pas du tout trouvé un instant. Et puis de toute façon, j'ai découvert plein de choses que j'avais envie de vous raconter pendant cette semaine. Donc finalement, ça tombe bien. Donc voilà, donc ça c'était le premier élément. Je vous montre juste un petit truc. Je vous montre juste un petit truc qu'on va regarder un petit peu plus en profondeur pendant cette session. En fait, j'aurais pu savoir qu'il y avait un bout de secteur dans
dans ce fameux kernel parce que, alors je ne sais plus où c'est, si ça doit être là, Arch i386 boot et bootsector.s. Alors, le noyau Linux, comme n'importe quel noyau système d'exploitation, multi-architecture, pardon, a une adhérence à l'architecture qui est la façon dont il boot. Et, on ne boot pas pareil sur une machine i386 que sur une machine récente d'ailleurs avec de l'UEFI, que sur une machine Spark, que sur une machine ARM, etc. C'est différent. Et en l'occurrence, le boot, dans ce qui nous concerne, en tout cas sur i386, eh bien, on a un fichier en assembleur. Rappelez-vous, hein, on a très peu d'espace dans ce secteur de boot. Et 512 octets, c'est vraiment pas grand-chose. Et on a en fait un fichier bootsector.s qui est prepend, donc c'est la première partie du noyau qui permet donc de simuler le fait que c'est un secteur de boot, un secteur d'amorce. Ok, donc ça c'était la première partie. Je vais essayer de ne pas passer trop de temps sur les remarques préalables parce que, comme je disais, on a pas mal de trucs à voir. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'était le fameux QEMU-no graphique. Alors, j'ai pas mal galéré avec ça cette semaine parce que je ne comprenais pas pourquoi notre kernel 1.2.13 n'affichait rien lorsque on le démarrait en mono graphique. Alors, regardez, hein. Regardez, si j'essaye, je vais reprendre encore une commande. Comment on va faire? On va prendre le kernel de base. Et on va pas faire mon FDA Z image. Donc je vais rester en no graphique. Ok, en mono graphique. Et je vais simplement invoquer le noyau de 13 comme ça. Ok, sans plus de fioritures. Et là, il se passe quoi? Ben, il se passe rien. En tout cas, si, il se passe des trucs. Parce que mon CPU est en train de bosser. Mais on ne voit rien. Alors, très naïvement, moi, je pensais que le mode mono-graphique de QEMU faisait une forme de magie en redirigeant ou en interprétant le VGA. Ah, je suis pas dans... Oh, désolé, je suis pas dans le bon terme. Je vais le refaire. Hop, pardon. Donc je refais, regardez, j'appelle donc QEMU en mode mono-graphique et j'appelle le kernel tel quel. Oui, trop de termes, tue le terme. En fait, j'ai deux terminaux, un pour le mode Cursis justement, et un pour vous montrer du code, etc. J'aurais peut-être utilisé le même en fait. Donc, comme je dis, j'appelle en mode monographique le kernel, donc VM Linux, qui est le kernel distribué par Slackware 3, donc aucune fioriture, rien de spécial. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il se passe rien. Voilà. Enfin, en fait, donc comme je disais, en fait, si, il se passe des trucs, mais on les voit pas. Alors, moi, je pensais donc comme je disais qu'il y avait une sorte de magie qui interceptait la sortie VGA et qui la traduisait en caractères terminaux, serial, machin. Je comprenais pas bien comment ça pouvait fonctionner, mais bon, après tout, les gens qui font QEMU sont vraiment enfin, des gens extrêmement expérimentés, extrêmement bons. En particulier son créateur Fabrice Bellard, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, mais il y a de fortes chances pour que vous utilisiez au moins un de ses softs. Enfin, FFmpeg c'est lui, QEMU c'est lui, enfin, il a un track record absolument démoralisant.
Et donc voilà, je me disais, le QEMU, il fait de la magie, et puis il redirige, et nanana. Bon, j'ai galéré pas mal à comprendre ce qui se passait, simplement parce que autant, alors QEMU est vraiment un soft incroyable, autant la documentation est pour le moins floue, et le code source, mes amis, c'est un chaos absolument incroyable. J'ai été sur des mailing lists, il y a tout et son contraire qui se dit. Bref, j'ai l'impression que personne sait vraiment ce que fait le mode monographique, qui en plus dans certains messages de mailing list, on dit ouais mais de toute façon le mode graphique il est deprecated machin. Bref, c'est vraiment le bordel. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben j'ai été regarder le code source qui, enfin encore une fois réellement c'est vraiment le merdier. Alors je pense avoir compris qu'en réalité le mode monographique de QEMU cut purement et simplement l'output VGA, ok, donc c'est l'équivalent d'un moins VGA non, et redirige le port série, donc pour un Linux TTYS0, vers la console, ce qui est beaucoup plus facile à comprendre du coup. Et là, je me pose la question, mais est-ce que, parce que ça marche avec des kernels récents, en ajoutant en ajoutant comme paramètre au noyau donc append console égale TTYS0, on va s'en apercevoir maintenant. Attends, si je prends celui-là, j'ai essayé pas mal de choses, hein. Là, comme vous pouvez le voir. Tac, 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 voilà. Par exemple, là, je prends un noyau 2.4.22, donc récent, tout est relatif. Hein. 2.4.22, ça doit dater début 2000. Et là, en fait, j'append le paramètre console égale TTY S0. Et là, on a bien un kernel qui boot en -no graphique. D'accord? Et donc, même si j'append console égale TTYS0 à notre bon vieux kernel 1.2.13, eh ben, ça ne fait rien du tout. Ok? Alors, j'ai posé la question à pas mal d'endroits. Est-ce que vous vous souvenez les OGs, les original Gangsters, est-ce que vous vous rappelez si les kernels Linux 1.2.13 savaient utiliser la console série pour afficher l'output? En fait, personne s'en souvenait. Et puis finalement, j'ai creusé tout seul, j'ai été regarder, et il se trouve que le support de la console série est arrivé. Alors je sais pas si j'ai gardé ah, je sais plus. J'aurais peut-être dû le garder. Je vais essayer de. Il est sympa celui-là. GitLab. Voilà. Hop, voilà. Alors en fait, j'ai compris que le support de la console série est arrivé dans le kernel Linux en 1.3.38. Ce qui est rigolo donc, c'est que le dernier kernel sans support de sortie série pour les messages du kernel est le 1.3.37. Ça ment pas. 1.3.37, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire élite. Alors, je reviens juste sur ma fenêtre Twitch parce que sinon je ne vous vois plus. J'ai perdu ma fenêtre Twitch. Arrive. Je ne sais plus où vous êtes. Je ne vous lis plus. Je ne vous vois plus. Je ne sais plus où je suis. Le matin, ça me va pas bien non plus, hein, je vous le dis. J'étais... voilà, je vous vois. J'étais beaucoup plus serein en après-midi. Il faut savoir que je mange pas moi le matin, pour information. Je fais ce qu'on appelle de l'intermittent fasting. Donc je ne mange pas le matin. J'espère que j'ai rien perdu de ce que vous avez dit. La dernière personne... Ah ouais, non, see new messages. Ok. Vous êtes toujours là? Il n'y a plus personne qui parle, j'ai l'impression que j'ai tout pété. Ok. Donc, je disais que
le kernel a su écrire sur le port série à partir du kernel 1.3.38. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Parce que comme je m'ennuie moi dans la vie, j'ai besoin de faire des trucs à la con. Et ben j'ai fait un port de cette feature qui existe dans le kernel 1.3.38 et je l'ai porté pour le kernel 1.2.13 avec pour seul objectif de faire le malin. Même pas, en fait, c'est parce que j'avais besoin d'en avoir le cœur net et d'être sûr que ça fonctionnait effectivement. Et avec mon nouveau kernel 1.2.13, regardez bien ça, vous allez voir mes amis, c'est absolument de toute beauté. Donc il s'appelle Zimage, je vais vous, je vais vous raconter après pourquoi je lis Manu en même temps. Il va vous le raconter. Ok, donc voilà, et donc là, ce kernel que j'ai recompilé avec amour, je vais vous montrer après, et ben, bim, il affiche bien des trucs sur le port série. Ceci n'a absolument aucune utilité, mais absolument aucune. Si ce n'est de mettre une feature dans un kernel que plus personne n'utilise depuis au moins 20 ans. Voilà, j'avais besoin de vous montrer ça, c'était important. Il y a un truc très important là qu'on est en train, parce qu'on va faire ça. Il y a un truc très important qu'on touche du doigt depuis tout à l'heure. Je viens de vous dire que j'ai touché aux sources du kernel, machin, j'ai recompilé des trucs, etc. Il y a un truc qu'il faut démystifier en fait. Et dans cette série, depuis le début, je pense que enfin, en tout cas, j'espère que j'arrive à démystifier ce fameux noyau. Ce que c'est, ce que ça fait, pourquoi. Et pour démystifier, il n'y a rien de tel que de regarder ce que ça fait. Déjà, il y a une chose que j'espère que vous avez compris depuis la dernière fois, c'est que ce fameux noyau, c'est rien de plus qu'un programme. Okay, c'est un programme ah oui, très très fort. Donc je lis la blague de Le Nain, parce qu'il faut quand même que tout le monde sache. Donc je lis Le Nain. Pour l'instant, tu démystifies le noyau sans trop de pépins. Oh, 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 caustique. Alors, oui, donc j'essaie de démystifier. Et donc, c'est ça, le noyau, c'est con parce que maintenant j'ai la blague dans la tête. C'est rien de plus qu'un programme. Un programme voilà, qui est un petit peu compliqué, un programme qui fait pas mal de choses, mais un programme, comme LS, comme SH, comme plein de choses qui sont des programmes. Donc voilà, le noyau c'est un programme, et comme tout programme qui se respecte, bah, ça a des sources. Je suis désolé pour le bruit ignoble derrière moi, c'est mon chien qui joue avec un nonos. Voilà. Et c'est bon, elle s'en va. Elle a compris qu'elle est saoulée. Donc, il y a des sources dans ce noyau. Et lorsque il n'y a plus aucun espoir, on a deux options. Option 1, appeler le capitaine Flamme. Le problème, c'est que plus personne ne sait qui est le capitaine Flamme. Probablement que je suis un des seuls dans ce chat à savoir qui est le capitaine Flamme. L'option numéro 2, qui est, ma foi, un petit peu plus complexe, mais beaucoup plus accessible. Alors oui, effectivement, il y a l'option Stack Overflow, mais généralement, vous allez trouver de la merde dedans. C'est pas vrai, il y a de très bonnes réponses. Alors, option numéro 3, c'est de se cogner les sources du truc que vous souhaitez comprendre. Et vous allez voir que l'angoissant cliffhanger dans lequel on est resté la dernière fois, on va trouver la réponse à ce drame. On va le trouver dans les sources du noyau. Donc, rappel des faits. Nous avons un disque virtuel qui s'appelle
pimpin.img. Dans ce disque virtuel pimpin.img, cette fois je vais bien penser à changer de terminal. Dans ce disque virtuel qui s'appelle pimpin.img, on n'a pas grand chose, on a un noyau, je vais le remonter. Ah mais il est déjà monté, j'ai bien fait de regarder. Non, c'est pas du tout, c'est absolument pas ça que je voulais faire, c'est ça. Voilà. Donc, je vous rappelle que dans cette image disque, on a un noyau, on a ce qui sert de bootloader, donc syslinux, et la configuration de syslinux. Donc vraiment, et dans cette configuration, il n'y a pas grand chose non plus. Tac tac tac, mnt, hop, voilà, hein, on n'a absolument rien. C'est des defaults tout à fait standard avec un timeout à 50. Je veux un prompt. Et puis voilà, mon kernel, enfin ma première option de boot, c'est et ma seule, c'est Linux, qui va loader un kernel. Et puis le root, le disque root va être HDA1. Je rappelle que donc avant les kernels 2.6, je crois, on faisait la distinction entre les disques durs IDE et les disques durs SCSI. Les disques durs IDE s'appelaient HDA contre SDA pour les disques SCSI. Donc voilà, donc il n'y a rien. Et lorsqu'on boot, qu'est-ce que tu fais? C'est pas c'est curses. Lorsqu'on boot notre fameux pimpin.img en mode curses, donc je vous le rappelle parce que le kernel qu'on a mis là-dedans n'est pas modifié, eh bien, il se passe ceci. On a bien un kernel qui charge et qui fait des trucs, mais qui s'arrête après avoir mounté la partition root. C'est même assez frustrant, vous m'accorderez. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez des idées déjà sur... alors ceux qui savent, le dites pas, parce que sinon après ça casse un peu le truc, mais là c'est assez angoissant parce qu'on est là, mais comment faire, Mike, qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne démarres pas, pourtant j'ai tout bien fait. Je te vois, tu démarres et puis tu mountes. En plus tu mountes. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah oui, voilà, bah c'est bien. Alors vous dites rien. Bon, alors je vais donner des indices. En fait non, je vais pas donner d'indices. Je vais vous dire, voilà, là, typiquement, on est dans une situation où on est un peu dans le caca parce que on sait pas trop ce qui se passe. Et il n'y a pas d'output, il n'y a même pas d'erreur. Donc je peux même pas copy-paste ça dans un moteur de recherche pour aller chercher ce qui se passe, etc. On n'a juste rien. Puis alors, je vous dis, hein, si vous mettez en recherche no message after mount, machin, vous allez tomber sur 2 milliards de posts et il y a très peu de possibilités pour que vous tombiez sur ce qui est en train de se passer là. Parce qu'on est en train de faire un truc un peu chelou quand même. Alors, pour répondre à cette question, on va aller, comme des grands, visiter. Alors je vais juste basculer. Voilà. On va, comme des grands, aller visiter les sources du noyau 1.2.13. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur parce que, alors déjà, premièrement, j'ai été assez, ça faisait très longtemps que j'avais pas regardé, j'ai été assez surpris de la clarté et surtout de la taille, de la petite taille de ce code, enfin de toutes ces sources. Et ça fait un exercice absolument passionnant parce que finalement on peut aller voir des trucs beaucoup plus rapidement que dans un kernel 5 ou 4 ou machin où on est sur des gigs et des gigs de sources, enfin, c'est un peu compliqué. Et en fait, il y a un répertoire non pas plus intéressant que les autres. Il y a un répertoire qui est assez explicite dans son rôle dans ce programme qu'est le noyau. Alors faut pas se tromper, ce n'est pas init au sens le programme init qui démarre à la fin du noyau, on verra ça plus tard, normalement aujourd'hui, mais on verra ça plus tard. Là on parle bien de l'init du noyau, ok, de comment
de comment qu'est-ce qu'il fait en fait quand une fois qu'il est chargé, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il déroule, etc. Donc il se passe plein de choses. Comme vous voyez, il y a énormément de trucs qui sont hard-codés. Et si vous vous souvenez, si vous avez déjà fait une configuration noyau, vous dites oui ou non au support de certains devices. Alors regardez, si vous avez choisi de compiler le disque IDE, bah, vous avez tout ça comme paramètres possibles, etc. Okay, les paramètres du kernel, c'est rien de plus que des paramètres de compilation. On va parler un petit peu en code sur ce canal. Peut-être même un petit peu aujourd'hui. Et donc bref, il se passe plein de choses. Ok, on va pas rentrer dans le détail du détail, mais non, regardez par exemple, là, vous savez quand le kernel dit calibrating delay loop et vous affiche le nombre de bogomips pour savoir si votre machine a la patate ou pas. Bon bah c'est là que ça se passe, il y a une petite fonction pour ça. Donc là c'est une fonction qui balaye les options que vous avez passées au noyau par exemple, etc. etc. Et alors, il y en a une fonction qui est plus intéressante que les autres, c'est une fonction qui s'appelle start kernel. Alors, à votre avis, la fonction start kernel, elle fait quoi? Je vous le donne en mille. Alors, setup Arch, hein, ça n'a rien à voir avec Arch Linux, évidemment. Ça setup l'architecture, en fait. Et une fois que... Alors, vous voyez là, tout ça, ça c'est super, hein, c'est réellement tout ce qui a lieu lorsque le kernel démarre. D'accord l'init de la console, les infos du BIOS, la gestion de la mémoire, les caractères device, les blocs device, le SCSI, Internet, les inodes, etc., etc. Et puis au bout d'un moment, on a tout chargé. Ok, c'est ce qui se passe. Tout ça là, hein, toutes ces fonctions là, je reviens ici. C'est ce que vous voyez ici. Ok, tous les trucs que vous voyez ici, c'est absolument, juste, je quitte, c'est absolument ces fonctions-là qui sont exécutées les unes après les autres. D'accord? Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, toutes ces fonctions ont été exécutées, mais on ne voit plus rien. Alors, pourquoi on ne voit plus rien? Vous voyez que là, à la fin, quand on a déroulé tout ça, on appelle une fonction qui s'appelle init. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec le programme init. Et cette fonction init, elle est là. Ok, elle prend la main. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit ici qu'un des premiers trucs que fait le noyau, c'est d'ouvrir le device TTY1. Holy fuck. Qu'est-ce que tout ça veut bien dire? Est-ce que vous avez une idée de ce que tout ça veut bien dire? Moi, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. On est comment là? Je suis déjà à la bourre. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Mais pour vous expliquer ce que ça veut dire, j'ai besoin de vous expliquer ce que c'est qu'un device. Et ça, c'est vachement important. C'est vachement important parce que peut-être, très certainement, que vous utilisez tous, et c'est pas très certainement, c'est obligatoire en fait, sinon vous ne seriez pas en train de me voir, ni de m'écouter, vous utilisez forcément des devices. Vous connaissez certainement justement dev, TTY, 1, 2, 3, machin, S0, S1, nan. Vous connaissez /dev /nul, vous connaissez /dev /0 qu'on a utilisé la dernière fois pour créer un disque, avec plein de zéros. Vous connaissez, bref, il y a plein de devices dans /dev. Alors il se trouve que de nos jours, ces devices sont détectés automatiquement, etc. Mais qu'est-ce que c'est en fait? C'est quoi ces fichiers? C'est quoi /dev machin? Ok? Qu'est-ce que ça veut dire? Un device, un fichier device, c'est
Un API, c'est la façon dont le noyau donne la possibilité à l'utilisateur, ou en tout cas à un programme, de dialoguer avec des drivers. Ouh là là, il y a plein de mots là. Il y a plein de mots. Il y a plein de mots que vous avez entendus plein de fois et vous savez pas forcément à quoi ils correspondent. Oh, device, driver, ouh. En fait, dites-vous bien une chose. Le noyau, qui, encore une fois, fait plein de choses. Il y a une phrase un peu passe-partout que pas mal de profs lancent sans réellement comprendre ce que ça veut dire. Vous savez, je vous ai peut-être déjà parlé des 4 rôles principaux du noyau, et un de ces rôles, c'est d'interfacer, vous allez voir, enfin dans les cours d'informatique à l'école, enfin pour peu qu'on descende jusque-là encore aujourd'hui, on dit le noyau sert d'interface entre le matériel et le logiciel. Je pense qu'une proportion non négligeable des gens qui disent ça n'ont absolument aucune idée de ce que ça veut dire. Et pourtant, c'est pas très compliqué. En fait, le noyau quand il déroule là, vous savez, tout à l'heure, je vous ai montré là ici. Voilà. Il lit plein de fonctions. Et il charge plein de drivers. Et les drivers, c'est quoi? Les drivers, c'est comment j'utilise tel matériel. Par exemple, une carte réseau a un driver, un écran a un driver, un disque a un driver, etc. Alors tous ne sont pas accessibles via /dev parce que certains matériels n'ont pas vocation à être accédés directement de cette façon-là. Néanmoins, par exemple, alors je ne vais pas vous montrer le code tout de suite parce qu'il est assez imbuvable, mais par exemple, la console initiale qui est ouverte ici par le noyau, un TTY donc, a du code qui permet d'interagir avec le clavier et l'écran. Ok? Mais si, vous allez voir où je vais, si on faisait ça de façon dépendante au système d'exploitation, vous allez dire que j'ai une marotte avec ça, hein, mais une fois, on va prouver l'intérêt de la portabilité et de l'open source. Je pourrais parfaitement me passer de driver. Pardon, de device. Je pourrais parfaitement ne pas avoir de /dev et interroger le matériel directement en passant par des drivers et en interrogeant alors en C et en assembleur des ressources matérielles, etc. Mais vous comprenez que, imaginons qu'on a un autre système d'exploitation qui est sensiblement identique, ou en tout cas qui utilise la même philosophie, etc. Par exemple, un système BSD Unix qui utilise les mêmes philosophies, ou plutôt Linux utilise les mêmes philosophies que les systèmes BSD Unix. Ça serait quand même pratique d'avoir les mêmes concepts et la même façon d'interroger le matériel, plutôt que de se caler sur du driver totalement proche du matériel, où on va manipuler des registres, des machins, on va écrire des valeurs, lire des valeurs, etc. mais de façon complètement, entre très gros guillemets, propriétaire. Alors qu'avec un device, eh ben, on a une interface générique. Okay, on peut, par exemple, un exemple tout con, mais lorsqu'on fait cat, je sais pas moi, ou non, dd if égale /dev /0 of égale toto, cette commande fonctionne autant sous Linux que sous n'importe lequel des BSD, que sous Solaris, que sous etc. etc. Okay, donc ça permet d'avoir une abstraction extrêmement élégante du matériel, ou en tout cas de features que le noyau peut fournir. Okay, plutôt que d'utiliser par exemple une commande spécifique, machin, etc. Donc un device, c'est simplement une façon de présenter du matériel à travers un fichier qui est un petit peu spécial, dont le noyau
que le noyau sait interfacer. C'est-à-dire que lorsque vous écrivez quelque chose sur un device terminal, par exemple, bah derrière, ça va passer par le noyau qui sait qu'il faut afficher quelque chose à l'écran. D'accord? Donc, ce n'est que ça. Un device, c'est ça. Et on reconnaît un device. On reconnaît un device à sa capacité à interagir avec l'utilisateur et le noyau à la fois. Un device, c'est un fichier, et c'est un fichier qui est un peu spécifique, qui a ce qu'on appelle un majeur et un mineur. Okay, c'est un numéro majeur pour globalement expliquer son rôle, son rôle global. Et puis un mineur, parce qu'on peut en avoir plein. Typiquement, les terminaux, donc TTY, ont tous, je pense, un majeur de 4. Et puis après, on a 0, 1, 2, etc. Et là, ce qu'on voit dans ces sources, c'est que pour pouvoir afficher des choses et pour pouvoir utiliser l'écran, eh bien, on va utiliser quelque chose de générique qui est un device et que le device dev TTY1. En fait, ça, c'est un très bon exemple de la raison d'être des devices et de ce qu'ils proposent en termes d'abstraction. Parce que par exemple, tout à l'heure, je vous ai dit que j'ai fait un vilain patch. En fait, c'est pas un patch, hein. Enfin si, c'est un patch, mais c'est simplement la fonctionnalité que j'ai extrait du noyau 1.3.38 et que j'ai porté au noyau 1.2.13. Mais cette fonctionnalité, elle a été, c'est relou, il y a beaucoup de code, ok? Et tout ça, eh ben, c'est du code hyper spécifique où on s'adresse directement, regardez, on s'adresse directement à l'adresse du port, machin, on lui passe des valeurs, enfin, c'est hyper relou, ok? Ça, c'est pour écrire un truc. Enfin, c'est pour initialiser le fait qu'on va écrire un truc. Et après, il y a le echo, je sais plus où il est juste au-dessus. Voilà, echo print. Là, on écrit des trucs. Ok, accordez-moi que c'est pas super convivial là, comme méthode pour s'adresser à un device. Alors que là, eh ben, simplement, on ouvre un device et on s'apprête à écrire dedans. Alors, on parlera de DUP, effectivement, le nain, on parlera de DUP la prochaine fois. Parce qu'en plus là c'est un peu particulier, on dub 2 fois, enfin j'en parlerai. Par contre on va rester, je veux pas trop passer de temps dans le source, simplement parce que je veux pas non plus que tout le monde flippe et se dise ça y est, c'est bon, ça va devenir des cours de C kernel et puis bah, je vais pas suivre. Là la seule chose que je souhaite que vous voyez, ou sinon j'en parle sur Twitter après. La seule chose que je veux que vous voyez, c'est que en fait, le kernel veut utiliser un device et forcément, enfin, vous avez vu, hein, je reviens là-dessus. Ah oui, il est jumpé. On n'a rien pour l'instant. On n'a même pas de répertoire dev. Ok? Donc, ce que je vous propose, et puis on va voir ce que ça donne, c'est de faire exactement ce que souhaite le noyau, à savoir avoir un device sur lequel écrire des trucs. Alors on y va. Bah, du coup il est monté. Alors j'ai déjà, alors je vais faire un répertoire dev. J'ai déjà monté ça. Boom. Dev. Il n'y a rien dedans. Et on va créer un device. Donc un device, encore une fois, c'est un fichier, mais c'est un fichier un peu spécial. Et pour créer ce fichier un peu spécial, on utilise une fonction qui s'appelle mknode. Mknode prend comme paramètre le droit qu'on affecte au device, le nom du device. Donc là, on a vu que le noyau souhaitait avoir un TTY1. Ensuite, c'est un device de type
char, caractère, on va rappeler ce que j'ai dit la dernière fois. Il y a deux types de caractères, de device de type char et device de type bloc. Là en l'occurrence, une console, bah, c'est un device de type char, on envoie des caractères, on reçoit des caractères en série. C'est pas un bloc de données sur lequel on peut se balader. Donc car et dans l'ordre, je me rappelle jamais parce que je dis pas tous les 4 matins. Ah oui, oui, c'est ça, le majeur. Donc comme je vous disais tout à l'heure, un TTY c'est un majeur de 4 et un mineur de 1. Si on faisait TTY 0, le mineur serait de 0. Donc là je fais mon device. Voilà, on a bien un device TTY 1. Alors, là on y va, là je suis sans filet. Hein. Vous avez vu, je ne l'ai pas fait. En l'occurrence, comme j'ai passé la semaine sur ces conneries de serial et de no graphique, bah, du coup, j'ai pas testé si ça fonctionne. Donc, on va voir. On va umount mnt. On va changer de terme. Et là, on va rappeler notre truc. Donc, normalement, maintenant, j'ai un device TTY1. Est-ce qu'il voulait autre chose? Je pense pas. On va voir ce qui se passe. Croisez les doigts. On y va. On boot. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mon Dieu! Quenelle, qu'est-ce que tu fais? Bon, il est pas content. Hein. Il est pas content du tout. Vous avez vu ça? Je le refais. Concentrez-vous. Mais oui, so much child dying. On dirait Anakin dans un endroit plein de younglings. Alors ça dit quoi? Ça dit child with code... Non. Child died with code machin. Ok. Moi c'est rigolo ça. Alors. Bon. Devinez ce qu'on va faire. Devinez ce qu'on va faire. Je vous le donne en 1000. Non. Lui. Bon, je cheat un peu. Parce que je l'ai vu tout à l'heure. Mais regardez-moi ça. Child, %d. Donc %d en C, c'est une valeur décimale. Died with code. Non. Ça a l'air pas mal. Et ça veut dire que on est arrivé à cette ligne-là. Et on est en train de faire une boucle. Donc, encore une fois, on fera un petit peu de C à un moment donné. While 1, en fait, ça boucle sans s'arrêter. Oui, exactement. Enfin, en tout cas, il manque un truc à exécuter. While 1, donc ça boucle sans s'arrêter. Vous avez vu que notre pauvre carnet, il est un peu en panique là parce qu'il a personne à exécuter. Et en fait, bah, il essaye d'exécuter binSH qui n'est pas là. En tout cas, sa dernière option, c'est d'exécuter binSH. Parce que si on remonte un petit peu, et là, c'est quelque chose de très important, encore une fois. Alors, c'est bien parce que j'arrête pas de dire que tout est très important. Donc, voilà. Dans cette fonction init, le noyau a un job. Vous avez bien vu hein, depuis tout à l'heure, hein, je vous dis, voilà, il a mis en place le noyau tout ce qu'il sait faire. Ok, il est là, il est prêt. Mais après, bah, faut exécuter des trucs. Faut avoir un système d'exploitation qui fonctionne, quoi. Et bien ça, c'est exactement ce que fait le noyau dans cette fonction init. Et il appelle, je vous le donne en 1000, un exécutable, enfin en tout cas théoriquement, la façon normale de votre système d'exploitation qu'a votre système d'exploitation pour booter, c'est d'appeler un exécutable qui s'appelle init. Ok, qui lui aura pour job d'initialiser tout un tas de démons, de choses, de programmes, etc. On verra ça, probablement pas cette fois, mais on verra ça plus tard. Donc
Oui, effectivement, le while est déjà un fallback. Donc là, en théorie, on est censé exécuter init, ok. Et puis, bah, si on exécute init là, tout se passe bien, d'accord. Mais s'il n'y a pas d'init, eh ben, il faut bien qu'on se rabatte sur quelque chose. Et en l'occurrence, s'il n'y a pas d'init, on va exécuter binsh, donc un shell. Là, on n'a pas de shell. Alors là, ce qui m'ennuie un peu, c'est que pour la suite des opérations, j'ai besoin de vous raconter plein de trucs. Donc, bon, on va voir où ça nous amène. Dites-moi sur le chat, là, vous êtes pressé ou pas? Après, c'est toujours pareil, c'est si je fais des vidéos trop longues, ça saoule les gens, sur YouTube. Donc, bon, allez. Ok, donc, maintenant, je vais vous dire quelque chose. J'ai super cheaté cette semaine. J'ai super cheaté parce que je savais qu'on allait faire ça. Bah, c'est pas très pratique de dépioter un système avec juste des tar GZ et un système qui est pas réellement aligné. C'est-à-dire moi là j'ai une machine qui est avec un kernel, je sais pas combien, 5, je sais pas quoi. Et puis là je suis en train de jouer avec des binaires qui sont issus d'il y a 25 ans, 26 ans. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai installé, alors avec de très gros guillemets, parce que c'est pas vraiment une installation que j'ai fait, j'ai installé, je vous le donne en mille, on peut le faire ici, j'ai installé, je suis sur le bon terminal, ouais. J'ai installé une Slackware 3. Boum! Il y avait une M? Oui, il y avait une M. Pourquoi? Bah parce que, en fait, vous allez voir, je vous explique pourquoi. Alors quand je dis j'ai installé entre très gros guillemets, c'est que en fait j'ai pas installé. J'ai downloadé une ISO de Walnut Creek CD-ROM, c'est la seule que j'ai trouvée, une ISO de Slackware 3, mais c'est pas une ISO qui boot. C'était pas une option. C'est une ISO dans laquelle il y a, boum, tous les tar GZ, les docs, les machins et bidules, il y a tout ce qu'il faut pour installer une Slackware 3 avec des disquettes. Vous comprenez que j'avais pas tellement envie de me faire chier à ce point-là. Donc, j'ai eu de la chance. En fait, dans le CD, il y a une Slackware complètement installée dans un répertoire qui s'appelle /live. Et là, j'ai fait le bourrino, c'est-à-dire que j'ai fait un disque virtuel, donc DD, nana, le truc qu'on a fait la dernière fois, pour vous dire que ça sert des fois. Je l'ai formaté, j'ai mis une MBR, machin, enfin tout ce qu'on a fait la dernière fois, et j'ai airsyncé comme un gros vilain le contenu du répertoire /live dans la partition que j'ai créée dans ce fameux disque virtuel. Et du coup, bah, je me suis retrouvé avec une Slackware qui fonctionne. J'ai dû changer 2-3 trucs. Typiquement, la FSTab, elle avait, je sais plus quoi ici. Bah si, il y a des marais sur CD, donc il y avait SD, je sais pas quoi. Bon, j'ai modifié 2-3 trucs. En tout cas, à la fin, j'ai une Slackware 3.0 qui fonctionne avec un kernel 1.2.13 qui ne sert à rien d'autre qu'à expérimenter. Et pourquoi j'ai besoin, j'avais besoin pour que ce soit plus pratique, d'une Slackware fonctionnelle? Eh ben, parce que, vous allez voir, on va faire une expérience. Donc, est-ce qu'il est toujours monté mon truc? Non, hein. Non. Oui, ça c'est parce que j'ai fait de la merde à un moment donné, et puis j'arrive plus à s'afficher. Bref, mount de pimpin. Alors, je vais faire quelque chose de super naïf. Notre kernel, il s'attend à trouver soit un programme qui s'appelle init, soit un programme qui s'appelle sh. Je vous propose de commencer par sh, simplement parce que ça va être plus interactif et plus sympa. Donc, j'ai tout décompressé dans Slack 3. Ça doit être dans bin. Voilà.
Alors j'ai en fait sous Slackware, donc voilà, tiens, donc je reviens sur ma Slackware là, hein, bin sh, en fait c'est un lien vers bin bash, qu'il y a déjà à l'époque. Donc bah, je vais simplement copier naïvement, je vais copier bin bash vers, ah j'ai même pas de répertoire bin. Par contre, vous avez vu, hein, c'est pas. C'est un vrai Linux from scratch, hein, c'est pas. C'est pour ça que j'ai mis sur Twitter vraiment. Hein, c'est pas un truc avec des docs et tout. Je vous explique comment faire les choses. Là, on est à la route là. Donc, hop. Quoi, oui, mais je sais. Oh, voilà. Hop, voilà. Et donc, je vais copier mon bash. Non, tiens là. Slack. Mais non, mais arrête. Je vous ai dit, hein, le matin, ça marche pas du tout. Hein. Je vais pas faire souvent ça parce que c'est. Je fais plein de bêtises. Je suis pas précis. Vraiment, ça me plaît pas. Donc dans MNT bin. Et puis on va l'appeler SH, ce sera plus simple. Hop, voilà. Donc là, on est bien au summum de la gorétrie. Hop. Voilà. J'ai bien MNT bin SH. Boum, voilà, regardez-moi ça. F32 bits, nanana. Ah, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Moi, je sais pas, on verra plus tard. Ok, donc voilà, bah, j'ai bin SH. Ça devrait marcher, non? Hein? Non, mais chut. Vendez pas la peau de l'ours, là. On va essayer. D'accord? On va essayer. Ok, alors je vais umount. Voilà, j'ai bin SH là. Hein? Voilà, alors hop, on va revenir sur le terminal. Ok, on y va. J'ai bien un bin SH, hein, donc ça devrait donner des trucs là. Hop, allez, vas-y. Allez. Ah bah non. Bah, il est pas content. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Alors, il n'y a pas de méthode simple là pour découvrir ce qui se passe. Donc là, je suis obligé de vous parler. Vous allez me croire sur parole, mais après, il y a des mannes hein, pour valider ce que je dis. En fait, tout à l'heure, j'ai fait un petit sourire sarcastique quand j'ai vu ça. Dynamically linked. Qu'est-ce que ça veut dire que ce merdier? En fait, il y a bien longtemps, lorsqu'on produisait un exécutable sur une machine Unix, on produisait un exécutable avec l'intégralité de ce dont il avait besoin directement embarqué dans l'exécutable. Mais qu'est-ce que tu racontes, Émile? On comprend rien. Mais attendez. J'y viens. Par exemple, je vais vous faire un petit exemple. Évidemment. On va faire un petit peu de C. Vraiment pas long. Donc, je ferai un petit peu de C sympa bientôt. Là, dites-vous juste, j'ai inclus un fichier qui permet d'avoir justement la possibilité d'utiliser des fonctions qui utilisent les entrées et les sorties standards. Donc les petits UI, etc. Vous prenez pas la tête avec ça. Et donc je fais un programme très simple. Voilà, int main qui va afficher printf, mais arrête, printf coucou le voilà. Voilà. Backslash n c'est pour sauter à la ligne, pour ceux qui se demandent. Donc je vais quand même return 0, juste parce que on est quand même si on fait des grosses gourriqueries, on n'est quand même pas des sagouins. J'ai pas oublié de point virgule, parce que depuis que je fais du Go, j'oublie point virgule à chaque fois. Donc voilà.
Alors, on va compiler ce programme. Et vous inquiétez pas, on va expliquer plus tard ce que c'est que compiler. Voilà, et donc Toto, lorsqu'on exécute, ça fait... Voilà, voilà. Bref. Ce qui va être intéressant ici, c'est ça. LDD Toto. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? En fait, Toto utilise des fonctions qui sont mises à disposition de tous les programmes à travers ce qu'on appelle une librairie et ce qu'on appelle la librairie de la vie. Je le dis avec une certaine émotion. La librairie de la vie, c'est la libc. C'est quoi la libc? La libc, c'est la librairie qui contient tous les appels standards du langage C. Printf, malloc, machin, etc. Une librairie, c'est juste une compilation de fonctions que vous pouvez utiliser dans tous vos programmes. À une époque, on n'utilisait pas... Alors, on utilisait des librairies, mais en fait, on les liait directement au programme. D'accord? Donc, au lieu... Je ne sais plus comment ça marche. Je pense que c'est moins statique, ça devrait suffire. Je sais plus. Hein. Je peux plus ça depuis longtemps. C'est possible. Static et linked. Vous voyez la différence là? Ah tiens, on va faire ça. Ah, ça va être rigolo. Ouais, on va faire ça. Ouais, c'est pas mal ça. Donc, oh là là, ça fait déjà 1 heure. Sérieux, hein. Donc, Toto là, c'est la même chose. Ok, il fait pareil. Sauf que, si je fais LD de Toto, qu'est-ce qu'il me dit? Not a dynamic executable. Donc, en fait, Toto a embarqué la librairie C dans le binaire global. Regardez-moi ça. La taille de Toto ici. Regardez comme il est gros. Alors que si je fais ça, oh la vache! Si c'est pas un gain ça. Ok? Donc, lorsqu'on compile statiquement un programme, alors en C ou autre, hein, eh bien on embarque les librairies directement dans le programme. Mais vous comprenez le gros intérêt d'avoir des librairies, ce qu'on appelle partagées, c'est-à-dire dynamically linked, comme il dit. C'est que cette libc là, qui apparemment pèse quand même pas mal, là, eh ben, elle peut être liée dynamiquement à plein de programmes. Et en fait, c'est le cas. C'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'au lieu d'embarquer la libc dans chaque programme et avoir une taille considérable, eh ben, on a une libc qui est partagée entre tous les programmes. Et c'est vrai pour une quantité considérable de librairies. Et en particulier, si je fais LDD de bin sh, donc sur ma Slackware 3 là, eh ben, j'ai évidemment la librairie de la vie, c'est clair. Et j'ai libtermcap qui en fait est une librairie qui permet d'utiliser les capacités du terminal, okay, du TTY en fait, de façon portable justement, d'afficher les caractères, de se déplacer à un endroit, d'effacer l'écran, enfin bref, ça apporte tout plein de fonctionnalités à un programme qui utiliserait la console, on va dire. Tu voudrais dire que pour reconnaître si un projet French Tech d'un projet viable, il suffirait de regarder les liens dynamiques. C'est pas idiot. C'est pas idiot. Est-ce que vous m'avez suivi là jusqu'à, enfin parce que on est en train de mettre les doigts dans un truc, ça commence à causer de vraies choses là. Ok, donc là c'est vraiment important hein, que vous soyez bien tous en ligne parce que ça c'est vachement important. Donc voilà, donc mon shell là, binsh, eh ben, il dépend de la libtermcap et de la libc SO.5. Et oui, effectivement, on était déjà en SO5, en fait, ça n'a pas beaucoup évolué.
Ah maintenant j'ai deux options. J'ai deux options. Soit je copie également les bonnes librairies dans notre système d'exploitation en devenir. Soit... Ah, je sais pas si... Ah non, j'ai pas les sources en fait. Ah putain, c'est con, c'était... ça aurait pu être rigolo ça. Non, parce que j'allais compiler un bash en statique en fait. Bon. Alors vous voyez, par exemple, sous pas mal de BSD, notamment NetBSD, mais c'est vrai aussi pour FreeBSD, c'est probablement vrai pour OpenBSD, on a un répertoire qui s'appelle /rescue dans le file system. Et dans ce répertoire /rescue, je vous le donne en 1000, il y a les outils indispensables pour réparer une machine qui sont compilés statiquement. De façon à ce que si vous faites une énorme connerie et que par exemple vous faites un rm-f d'une lib super importante, et ben vous pouvez quand même dépanner votre machine, en tout cas probablement. Je sais de quoi je parle, parce que j'ai bien fumé une machine comme ça, et j'ai réussi à me démerder avec le /rescue. En gros j'avais installé des packages, enfin des binaires AMD64 sur une machine i386. J'ai documenté ça dans mon blog pour ceux qui sont intéressés. Bref, donc bon voilà, je voulais un shell statique, mais je l'ai pas. Donc, on va quand même pas se quitter avant d'avoir démarré un bon vieux bash des familles dans notre machine. Donc, de quoi on a besoin? Déjà, je pense qu'on risque d'avoir besoin au minimum d'un device console et du device, donc les deux ont le même mineur, et du device TTY0. C'est pas certain. C'est pas certain. Ça dépend de ce que fait Bash en fait. Je vais pas le mettre. On y va minimal, ok? Donc, on va mounter Pimpin. Donc de quoi j'ai besoin? Bah déjà j'ai besoin... Qu'est-ce qu'on a dit là? C'était dans /lib, hein. Ouais. Ok. Donc déjà on a besoin d'un répertoire lib. Ouais. On a besoin d'un répertoire lib. Ensuite, j'ai normalement ici... J'ai préparé un peu, hein, parce que vu le temps déjà que ça prend tout ça. Ouais, j'ai tout ce qu'il faut ici. Laissez-moi juste prendre ma cheat sheet. J'ai besoin, donc on a dit quoi? libtermcap et libc. En fait, je vais avoir besoin d'un autre truc. Je vais vous dire après. Ok. Donc, on va copier. Où est-ce que je suis là? Ouais, c'est ça. Donc, /3 lib. Je vais avoir besoin d'un truc particulier. Je vais avoir besoin de ceci. Ça, c'est précisément le programme. C'est un programme qui est en charge de lier l'exécutable qu'on va démarrer avec les fameuses librairies. D'accord? LDSO. ld-linux.so. Donc, on va le copier. Ça, c'est indispensable de toute façon dès que on est en train de manipuler un système d'exploitation qui utilise le format ELF. En l'occurrence, c'est le format ELF qui définit ça. Et c'est quelque chose qui est initié ou qui est exécuté, je vous le donne en 1000, par qui? Bah, par le noyau, forcément. Donc je vais copier mon LD Linux SO. Est-ce que je fais le bourrino? Non, on va faire ça comme ça. Hop, voilà.
Ouais, c'est bon. Hein. Hop. J'ai besoin également de la libc. Donc SO hein, dans les librairies, c'est shared object. Voilà. J'ai besoin de la lib termcap. C'est ça. Par contre, j'ai un doute là. Je vous ai dit que ld linux-so là, c'est un exécutable. D'accord. Ah oui. Je vous dis que c'était un exécutable. Hein. Mais si c'est un exécutable, ça veut dire que lui-même, il est dépendant librairie. Ah bah non. Ah bah non. Ah non, non, c'est pas toi. C'est toi. Ah bah non. Non, non, je dis de la merde en fait. Ok. Donc ça devrait suffire. Est-ce que ça suffit? On va voir. Alors par contre, les liaisons, j'ai perdu tout le monde ou c'est bon? Ah, j'ai retrouvé ma première fenêtre, dis donc. Ah oui, ok. Je suis là. Vous suivez toujours là? Ok. Donc, mntlib, maintenant on a ldlinux so.1.machin, libc et libtermcap. Alors si vous avez déjà fait des ls dans les librairies, etc., même de façon en général, si je fais un ldd, on va effacer les bêtises. Ah bah oui, merde. Ah oui, bah oui, oui. Bon, ça on en parlera plus tard. Parce que sinon, on en a vraiment pour la journée. Donc LDD de VinLS par exemple. Vous voyez, le linker en fait prend la version majeure. Et ensuite il y a un lien vers machin. Donc on va faire pareil. On va faire des liens. Est-ce qu'on peut faire des liens ou est-ce que... Ouais, si, on va faire des liens. Ouais. Ok, donc je reviens. Et on va dire ln-s ld nanana ldso.1. Vous savez que ça fait plus de 25 ans que j'utilise les Unix et Linux machin. Et j'ai toujours un doute quand je fais ln-s. Et je sais pas pourquoi. J'ai toujours l'impression que c'est l'inverse. Donc libc1, libc.so.5 et libtermcap libtermcap.so.2. Et ça, je vais le faire à chaque fois, je pense. Mais j'ai pas envie de faire tout ça en route direct parce que ouais, sacrément toute la merde. Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est bon? Donc j'ai mon binet SH, hein, il est là. Ouais. J'ai l'impression qu'il me manque un truc. On va voir. Ubuntu. On y retourne. Donc, j'ai copié binsh. J'ai copié les libs. Qu'est-ce qui se passe? Ah! C'est pas pareil! Ah, vous voyez le message ou pas? Il me manque un device. Il me manque dev0. Bon, ça c'est facile. Et ça veut dire qu'on est peut-être pas mal. Hein. Parce que si
si SH essaie d'utiliser dev0, c'est qu'il s'est exécuté, hein, c'est qu'il essaie de faire des trucs. Donc, alors attends, dev0. Dev0, on veut qu'il soit utilisable par tout le monde. Hein. Donc, on lui donne la signature du malin. MNT0. Non, dev0. Et alors dev0, croyez-moi sur parole, il a le major 1 et le minor 5. Tout ça peut se voir évidemment dans les sources du kernel. Donc tac tac tac, MNT dev0. Character device, major 1, minor 5. Boum. Allons-y. On reprend. Non. Merde, j'étais pas sur le bon terminal. Fuck. Ok, je vous la mets. Et voilà. mknode, nanana. Voilà. Ok, rien de très sorcier. Je reprends ma fenêtre Twitch. Oui, je sais. La prochaine, je vais peut-être le faire sur un seul terme, parce que c'est pas pratique. Ok, je reviens sur le big term. Donc j'ai fait mon dev 0. Hein. Pourquoi on me capte mal là dans la fenêtre de Twitch là? J'ai l'impression que c'est tout flou. Oui, mais en fait je suis déjà dans un Tmux. Dans les deux en fait. Pour pouvoir switcher. Vous me voyez bien là? Parce que j'ai l'impression que c'est flou. Ok, d'accord. Donc on y va. Je lance mon disque. Donc j'ai fait mon dev 0, le SH est bon, j'ai les libs, on y va. Oh oh oh! C'est pas mal là. Il manque un truc. Il manque mon cache. Il manque mon cache. Mon cache de librairie partagée justement. Oui, effectivement. Est-ce que... Alors, parce que là, si je fais un... Vous connaissez peut-être, je crois que c'était LD config. Ouais, c'était LD config. Là, si je fais un LD config tel quel, ça va être le bordel. Est-ce que je peux le piquer? Je l'avais pas déjà là? Je suis sûr que je l'avais déjà. Bon, je vais quitter le truc là. Hop là. Alors c'est quoi le LDSO cache? Eh ben en fait quand vous installez des librairies, etc. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. On faisait ça assez fréquemment à l'époque. Il faut générer un cache en fait qui en gros qui liste les librairies qui sont disponibles et où elles sont, etc. Sauf que là évidemment il n'y est pas. Et je ne sais pas si je l'ai ici, peut-être. C'était dans quoi déjà? Putain, je sais même plus dans quoi c'était. Bougez pas. Mon name cache. Oh la vache. Ça c'est la loose. Ça c'est la loose. LD.so. Ah c'est dans ETC. Exact. Ah mais non mais je find dans MNT, moi non mais dites-le que je suis un peu... Ah bah donc maintenant je sais que c'est dans ETC donc Slack 3, ETC. Super. Allez, mount. Bon ceci dit c'est gros mytho hein, parce que dans le L2 sous cache il va y avoir toutes les libs dispo dans Slackware mais là en fait c'est pas vrai. Mais bon c'est pas grave, ça devrait suffire. ETC ldso.cache qu'on va mettre dans MNT. Eh ben j'ai même pas d'ETC, putain, quand je vous dis que c'est la loose ce système. mkdir MNT ETC. Voilà. Et on y va, cp slack 3 ETC LD sous cache dans MNT ETC. Allez. Pas que
Je gourre parce que c'est important d'avoir le merdier booté. On y va. Allez, vas-y. Allez. Merde. Il s'arrête là. Ah putain, il est là. C'est juste que ma résolution est bonne. C'est beau ou pas? Putain, mon terme il est trop petit. Ouais, je pense pas qu'il y a clear, il y a ou pas? Non. Eh oui, parce que là, on a rien. Eh, oh, vache. Vache. On met. Eh ouais. Eh ouais. On revient de loin. Alors, vous énervez pas, il n'y a pas LS, il y a rien. Hein. Ah, c'est con parce que là, on voit pas la dernière ligne, putain. Bah, faudra que je. Bah, c'est ouais. Bah, donc la preuve que j'ai pas été jusque là, c'est que bah, je m'étais même pas aperçu que j'avais pas la dernière ligne. Donc, je récapitule et puis après je vous laisse aller bouffer. Je récapitule. Donc là, pour l'instant, je rappelle, hein, on a juste. Je reviens sur mon. Là. Pour l'instant, hein, on est en mode fallback. Hein. Ici, là, ouais, mais je vais faire un petit truc sur le LDSO cache la prochaine fois. Donc là, on a zappé tout ça. Hein. Là, en gros, tout ça, ça a fail. Là, ça. Alors attends. Là, ça a tenté de forker, donc de créer, j'en parlerai, un nouveau processus potentiellement fils. Mais sauf que bah, ETCRC y est pas, donc ça va exit de toute façon. Et il est assez probable qu'on soit ici. Parce que là, le fork, il n'y a pas de raison pour laquelle... On pourra, vous savez quoi, on va ajouter des trucs là-dedans à un moment donné. Hein, on va modifier les sources du kernel pour faire des trucs. Donc voilà, on a booté. On a un shell. Il n'y a absolument aucune commande de disponible. Ta fenêtre de navigateur est mal sizée, on va pas les... Ah merde. Exact, t'as raison. Oui, voilà. Alors en l'occurrence, ça va pas être des printf, ça va être des printk. Mais à ce stade, non, à ce stade, on va pouvoir utiliser printf. Je sais plus ce que je disais. Oui, donc pour l'instant, donc, on a booté un shell, ce qui est quand même pas mal. C'est le premier exécutable qu'on fait booter à part le noyau, pas qu'on fait démarrer. Il y a moyen de s'amuser rien qu'avec ça là. Hein. On a dépilé pas mal de choses. On va regarder, je vais prendre des petites notes pour la prochaine fois hein, pour vous parler de LDSO cache. Le nain, tu voulais que je parle de la fonction dupe, mais ça m'ennuie parce que j'ai pas forcément envie de faire du code pour l'instant. Donc, je sais pas, on verra. Je verrai si j'en parle sur Twitter ou autre chose. Ok. Donc voilà, on a booté notre kernel, on a créé. Ah, vous avez vu qu'il n'a pas eu besoin d'autre chose que de TTY 1. On a créé un TTY à la mano, on a créé les devices minimaux à la mano, on a copié les librairies nécessaires minimales à la mano. Et au final, nous voici avec un bash de 1995. Eh ben, j'aime mieux vous dire que c'est pas de tout repos, et plus on avance, et plus j'ai des trucs à vous dire. Donc, on n'est pas rendu. Voilà. Je sais pas si vous avez des questions courtes, hein, parce qu'on va essayer de faire tenir ça au max en 1h30 là. Oh putain, j'ai oublié de faire start recording. Ah mais c'est pas grave parce que j'ai le record de la VOD dans Twitch. Donc c'est bon. Donc je mettrai tout ça, et en fait je pense que ça va directement le faire. Je mettrai tout ça sur YouTube pour
pour le replay. Oui, je peux absolument. Oui, oui, mais de toute façon, on va faire une compile de kernel. Hein, c'est net. Je pense même on va faire des trucs avec. Hein. Je flaire le truc venir là. On va probablement ajouter des petites choses. Donc c'est ça. Le replay va être dispo dans l'après-midi. Alors pourquoi le kernel ne crée pas le gateway lui-même? Alors c'est une excellente question parce qu'en réalité, les versions récentes, alors c'est pas vraiment le noyau qui le fait, mais les versions récentes de Linux n'ont pas besoin qu'on crée préalablement les devices. Ça le fait tout seul avec un truc qui s'appelle udev. Mais n'oublie pas que le kernel a un job, enfin plusieurs, mais en tout cas, son job c'est d'interfacer. Son job c'est pas d'intervenir sur le file system. Le kernel n'a pas à écrire des choses sur le file system. Déjà, ça lui demanderait pas mal de compréhension. La seule partie du file system que le kernel a le droit et sur lequel il écrit des choses, c'est /proc et /sys récemment. On reviendra là-dessus. Ok. Je peux pas cliquer sur un. Ah oui, oui, MacDev. Et oui, MacDev, effectivement. Mais c'était un petit peu trop convivial, MacDev. Je préférais le faire totalement à la mano, mais je vous montrerai MacDev, il n'y a pas de problème. Voilà, bon, je vais vérifier que ça a bien recordé, j'espère que oui. Et puis, je mettrai le lien vers le replay dès que possible. Donc ça prend généralement 1 heure ou 2 là. Et j'envoie ça sur Twitter dès que c'est dispo. Je vous remercie tous. Je vous le dis, c'est absolument un énorme kiff de faire ça. J'apprends moi-même, enfin je réapprends plein de choses. C'est cool. Et puis vous voir réagir, c'est vraiment sympa. Voilà, des bisous à tout le monde. Bon week-end, bon samedi. Moi je m'en vais me picher au bord de la piscine.